Bonjour à tous, c'est Professeur Missou. Ce cours est destiné aux résidents en néphrologie. On va parler aujourd'hui des actualités en matière de glomérulonéphrite membrano-proliférative. Cette entité histologique était mon cours le plus désagréable à apprendre lorsque je préparais le DMS, tout simplement parce qu'on n'y comprenait rien. C'était une entité histologique qui regroupait plein d'étiologies complètement divergentes et avec une physiopathologie complètement différente, et ça me faisait vraiment flipper, cette GNMP. Mais les choses ont changé. Les actualités, la nouvelle classification va beaucoup vous aider. Vous allez, contrairement à ma génération, vous allez adorer cette entité histologique et c'est glomérulonéphrite membrano-proliférative. Donc, il faut savoir que peu importe la physiopathologie, peu importe l'étiologie, toutes les glomérulonéphrite membrano-prolifératives ont en commun une prolifération mésangiale, une prolifération très importante. Cette prolifération très importante va donner l'aspect particulier et plus ou moins typique, c'est l'aspect double contour. Vous voyez ici un capillaire glomérulaire dans la flèche, avec la flèche orangée. Vous voyez qu'il est dessiné deux fois, déjà par sa membrane basale, mais aussi par la prolifération mésangiale qui l'entoure, comme une maman qui entoure son bébé. Donc, c'est l'aspect double contour. Toutes les glomérulonéphrite membrano-prolifératifs ont cet aspect avec une association à des dépôts mésangiaux. Donc, gardez dans votre tête, toutes les glomérulonéphrite membrano-prolifératifs ont une prolifération mésangiale, aspect double contour et des dépôts mésangiaux. Voici la première marche de la classification des GNMP. C'est la classification typique et classique en trois types. La GNMP type 1, la GNMP type 2, la GNMP type 3. C'est pas de l'historique, mais c'est la première marche qui va vous faire comprendre l'évolution, puisque c'est pas une nouvelle classification, c'est une finition de la première classification. La nouvelle classification est une finition de la première classification. Donc, la type 1 est caractérisée par, bien sûr, prolifération mésangiale, aspect double contour, dépôt mésangiaux, mais aussi dépôt sous-endothéliaux. La type 2 est qualifiée par une prolifération mésangiale, aspect double contour, dépôt mésangiaux et dépôt intramembraneux. La type 3, elle est caractérisée par une prolifération mésangiale, aspect double contour, dépôt mésangiaux, dépôt sous-endothéliaux comme la type 1, mais ce qui fait la différence entre les deux, c'est l'existence de dépôts extramembraneux. Et dans de très rares cas, on peut même retrouver des dépôts intramembraneux. Donc, ce qui fait la différence entre GNMP type 3 et GNMP type 1, c'est la présence des dépôts extramembraneux. Cette classification en elle-même, elle est jolie. Elle est efficace sur le plan histologique, mais sur le plan clinique, ça n'a rien à voir. C'est carrément la folie. On n'arrive pas à faire la relation entre type histologique et groupe étiologique. Donc, c'était très compliqué dans la démarche diagnostique et la recherche de l'étiologie. D'où l'amélioration de cette classification au fur et à mesure des années, surtout ces 5 dernières années. Depuis 2015, il y a une grande évolution dans la classification. Donc, ce qui a permis d'avancer, c'est l'immunofluorescence. Donc, pour la GNMP type 1, on a deux entités. Soit des dépôts de complexe immun, ça veut dire immunoglobuline plus C3. Soit on a des dépôts isolés de C3. Donc, c'est deux entités différentes pour la type 1. Pour la type 2, il n'y a qu'une seule entité, c'est des dépôts isolés de C3. C'est-à-dire que les dépôts intramembraneux sont du C3 pur. La GNMP type 3, c'est la même chose pour la GNMP type 1. En fait, elle se ressemble beaucoup. Certains disent que c'est juste une variété de la type 1, que la type 3 n'est pas une entité en elle-même, mais juste une variété de la type 1. Mais reste en classique. Donc, la GNMP type 3,
il y a deux entités, soit dépôt de complexe IMA, c'est-à-dire IgG et C3, soit dépôt isolé de C3. Donc, ce qui va nous faire des entités particulières, c'est les GNMP type 1 à complexe IMA et les GNMP type 3 à complexe IMA. Donc, c'est deux entités particulières. Ces deux entités particulières représentent les GNMP secondaires. Donc, ces complexes IMA sont la conséquence de maladies secondaires. Donc, comment faire la différence après, comment avancer? Il faut voir ces immunoglobulines. Si elles sont polyclonales, il faut rechercher les maladies auto-immunes, les maladies infectieuses, etc. Et si elles sont monoclonales, il faut chercher les gammapathies. D'accord? Donc, c'est si polyclonal, il faut partir vers les dépôts polyclonaux, tout ce qui est lupus, cryo, maladies infectieuses. Lorsque c'est monoclonal, il faut partir vers les gammapathies, les hémopathies monoclonales. Et les trois entités qui restent, ça veut dire la GNMP type 1 à dépôt isolé de C3, la GNMP type 2 et la GNMP type 3 à dépôt isolé de C3, c'est-à-dire les trois entités où il y a des dépôts de C3 pur. Ceux-là, ce sont les GNMP primitives. Donc, pour la type 2, dépôt toujours isolé de C3, c'est une entité bien définie, bien claire, c'est la maladie de dépôt dense. Par contre, pour les deux entités, la GNMP type 1 à dépôt isolé de C3 et la GNMP type 3 à dépôt isolé de C3 sont les glomérulonéphrite à dépôt de C3. Les deux se regroupent dans un seul terme. Et quand on parle en général, on va parler de glomérulopathie à dépôt de C3. Donc, glomérulopathie à dépôt de C3 regroupe les glomérulonéphrite à dépôt de C3, qu'elles soient GNMP type 1 ou type 3, associées à la maladie de dépôt, la maladie des dépôts denses. Donc, voilà une définition qui est séduisante parce que elle va regrouper des entités histologiques ayant une classification bien définie et ayant des causes et des étiologies complètement logiques. Donc, lorsqu'on parle de glomérulopathie à dépôt de C3, qu'elle soit glomérulonéphrite à dépôt de C3 ou maladie de dépôt dense, là on va parler des des GNMP primitifs, et ces GNMP primitifs sont causés par des anomalies de l'activation de la voie alterne, une activation anormale de la voie alterne. C'est les glomérulonéphrite membranoprolifératifs primitifs. Mais la chose n'est pas aussi simple. En fait, dans les deux entités, la maladie à dépôt dense, c'est une maladie qui est très simple, son diagnostic est très évident, il n'y a pas de diagnostic différentiel. Par contre, pour les glomérulonéphrite à dépôt de C3, qu'elles soient de type 1 ou de type 3, il y a des impuretés. Il faut éliminer d'autres pathologies qui ne sont pas causées par les anomalies d'altération de la voie alterne du complément et qui ne sont pas par conséquence des glomérulonéphrite membranoprolifératifs primitifs. Donc, souvenez-vous que le complément s'active par plusieurs voies. Déjà, la voie classique, elle est activée par l'association de l'antigène et de l'anticorps. Donc, dans la voie d'activation, ça passe par le complément C1 qui va se cliver, qui va activer une cascade pour arriver à la C3 convertase, puis à la C5 convertase, et ça va passer vers le MAC. Donc, dans la GNMP type 1 et la GNMP type 3, on a dit qu'il y avait des entités à part, c'était les GNMP à complexe IMA, c'est-à-dire association de dépôt d'IgG, enfin d'immunoglobulines, que ce soit IgG ou IgM, mais le plus souvent IgG, plus C3. Donc, ce qui sous-entend dépôt de complexe IMA, ça veut dire activation de la voie classique du complément, et ce qui va faire que lorsqu'on va faire l'immunofluorescence pour le C1Q et le C4D, ça va être positif. La positivité à l'immunofluorescence du C1Q et C4D va sous-entendre qu'il y a une activation de la voie classique du complément par dépôt de complexe IMA.
n'est-ce pas? C'est des entités assez évidentes. Tout ça, ça rentre dans les dépôts de complexes humains, tout ce qui est lupus, cryo, maladies infectieuses, mais aussi les gammapathies. Je vous ai dit que les immunoglobulines, si elles étaient polyclonales, c'est plutôt lupus, cryo et maladies infectieuses. Lorsqu'elles étaient monoclonales, c'est plutôt les gammapathies. Et vous savez aussi qu'il y a une deuxième voie de l'activation du complément. Donc, on a la classique, mais on a aussi la voie des lectines, qui est différente de la voie alterne. Attention, donc le complément s'active par la voie classique, par la voie des lectines et par la voie alterne. La voie des lectines, elle suit le même chemin que la voie classique. Par contre, elle passe directement vers le C4, donc elle ne passe pas par le C1. Vous voyez? Donc, cette voie des lectines, elle peut être activée par des complexes humains qui sont pour la plupart du temps composés par les IgA. Vous savez que les IgA activent le complément par voie des lectines, pas par voie classique. Donc, si les complexes humains qui se déposent au niveau du glomérule sont pourvus d'IgA, c'est-à-dire que c'est des IgA qui vont activer le complément par la voie des lectines, on aura à l'immunofluorescence un CD4, plutôt un C4D positif. Ça veut dire que c'est la voie des lectines, parce que la voie des lectines, le C1Q n'est pas positif. Donc, autrement dit, dans la catégorie GNMP type 1 ou type 3 à complexe humain, si les complexes humains sont formés par des IgG ou des IgM, ça va être l'activation par la voie classique. Donc, C1Q positif, C4D positif. Si le complexe humain contient plutôt des immunoglobulines qui activent le complément par voie des lectines, telles que les IgA, ça va être à l'immunofluorescence un C4D positif, C1Q négatif. Donc, ça va nous permettre déjà de voir les choses, de séparer déjà à l'immunofluorescence, par exemple, un lupus d'une maladie de Berger, qui vont entraîner une lésion histologique semblable qui est la GNMP, n'est-ce pas?